Troisième épisode de ce journal DeFi. Aujourd'hui, on va parler de SUI. Il y a l'air d'y avoir une certaine hype qui s'est lancée en ce moment. Du coup, j'ai essayé de me positionner un peu sur l'écosystème. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. En dehors de SUI, j'en ai profité aussi pour bouger quelques positions que je voulais bouger depuis un moment. Et j'irai aussi sortir mes liquidités de token. On en a parlé dans le dernier épisode de ce journal DeFi. Je me méfie un petit peu du protocole de tout l'écosystème autour de token. Et je préfère être le con qui sort trop tôt plutôt que le con qui sort trop tard. Mais je suis pas pressé non plus, donc on va commencer par l'écosystème SUI. Je vais essayer de faire assez vite parce que j'ai pas non plus grand chose sur l'écosystème. J'ai acheté quelques meme coins. J'ai pas voulu m'exposer au SUI directement parce que je trouve ça un peu bête. Je les ai vendus il y a pas si longtemps et je sais plus à combien exactement je les ai vendus, mais ça devait pas être très loin en termes de prix. Voilà, je les ai vendus à 1,03$, donc quasiment au prix actuel, ou en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Donc ça m'embêtait un petit peu de me réexposer au token alors que je l'avais vendu à ce prix-là. Donc j'ai préféré m'exposer un petit peu au meme coin. Certes, c'est bien plus volatile, c'est plus risqué comme actif, mais j'ai pas risqué grand chose de mon portefeuille et en plus, j'ai été tapé dans l'airdrop ZK Sync pour acheter ces mêmes coins du côté de SUI. Donc j'avais à peu près 5000 tokens ZK, maintenant j'en ai 3500, voilà, j'en ai vendu 1500, c'est pas non plus une fortune, comme je vous ai dit, je me suis pas ruiné non plus pour aller m'investir sur les mêmes coins, je suis pas un trader de meme coin ou quoi que ce soit, ça m'arrive de temps en temps d'essayer de m'exposer un petit peu, je l'avais fait il y a quelques mois sur Shrimp et sur Guy, sur les mêmes coins de l'écosystème Aptos, c'était pas le bon moment, c'était vraiment pas un bon move rétrospectivement, là SUI, bah peut-être que ça va mal se passer, on verra bien, en tout cas vous connaissez un petit peu mes positions maintenant, et pour traquer un petit peu tout l'écosystème SUI, alors du côté des meme coins ça marche bien sur SuiVision, mais du côté de la DeFi, ça marche beaucoup mieux sur SonarWatch. Alors ça m'étonne parce que avant SonarWatch, pour être honnête, ils étaient pas folichons au niveau du suivi sur la blockchain Aptos et sur la blockchain SUI. Maintenant, c'est le meilleur outil. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est le meilleur outil pour suivre la DeFi du côté d'Aptos, du côté de SUI. Et ça tombe bien justement parce que je voulais vous montrer mes positions sur SUI. Il y en a deux que je voulais commenter. La première c'est Typus. Donc Typus c'est un protocole d'options. On va pas rentrer dans les détails, mais dessus on peut apporter des liquidités, entre autres en USDC. Moi je me suis intéressé qu'à des pools où je pouvais déposer de l'USDC, donc j'ai essayé de déposer des liquidités un petit peu partout pour tester différents types de pools, voir s'il y en a qui performaient mieux que d'autres, et il y en a une qui a beaucoup mieux performé que les autres. Mais d'abord je voulais faire un point sur le rendement global de tout ce que j'ai déposé sur Typus. Donc si je vais sur mon tableur, si je vais dans mon petit onglet Vault, j'ai déposé mes liquidités sur Typus il y a un tout petit peu plus d'un mois par rapport à quand j'enregistre la vidéo. Donc j'ai déposé 356$, non c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Maintenant mes positions elles valent 372$, donc ça fait quand même une bonne petite différence, et je me suis amusé à calculer le rendement théorique de cette stratégie sur depuis que je suis dessus, et ça fait 45% annualisé. Donc c'est pas mal pour des USDC. Après, il y a des incentives, donc forcément ça aide un petit peu, et je pense que j'ai eu de la chance sur certaines pools de liquidité, parce que c'est des pools qui peuvent générer des pertes, il y en a eu, hein. Par exemple, il y a la pool Bitcoin Hourly machin truc, j'ai déposé 56$ dessus, et j'ai plus que 50$, j'ai généré 6$ de pertes. Mais à côté de ça, j'ai généré 11$ de gain. Donc si on regarde juste le rendement annualisé de cette pool, il est zinzin. J'ai fait, en un mois, j'ai fait 20% dessus, mais j'ai perdu 10%. Donc au total, j'ai fait 10% d'intérêt. En un mois, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que si j'avais mis toutes mes liquidités sur cette pool-là, j'aurais eu un rendement annualisé à plus de 100%. Mais bon, je savais pas que cette pool allait aussi bien marcher que les autres, parce que quand on regarde les rendements sur Typus, on voit des rendements à 3 chiffres sur certaines pools. Là, j'ai 200% du côté de la pool de Solana, 124 du côté de Bitcoin. Alors, pour le coup, le rendement que j'ai du côté de Bitcoin, il a l'air d'être fidèle avec ce que j'ai généré. Le rendement qu'il y a sur la pool de Solana, je sais pas combien il était quand j'ai déposé mes liquidités, mais on n'est pas du tout sur le même niveau que la pool Bitcoin. Elle a beaucoup moins généré d'intérêt, cette pool là. Et pourtant, le rendement il est plus haut. Donc je sais pas exactement comment sont calculés les rendements sur Typus, c'est un peu aléatoire, c'est pour ça que je préfère me diversifier sur le protocole et me mettre sur plusieurs pools de liquidité, quitte à diluer un peu les performances, hein. Peut-être que si j'avais tout mis sur 2-3 pools bien choisis, j'aurais généré plus d'intérêt. Le but c'était de me mettre sur plusieurs pools pour limiter un petit peu le risque, et je suis quand même content, hein, 45% d'intérêt c'est pas mal, et je vais le faire après la vidéo parce que c'est un peu long, il faut que je récupère tous les intérêts de toutes les pools de liquidité, et je vais
tous les réinvestir sur la pool Bitcoin parce que c'est celle qui a le mieux marché. Donc pour l'instant c'est celle sur laquelle j'ai un petit peu confiance. On verra, hein. Peut-être que sur le prochain mois elle va me générer des intérêts négatifs. C'est comme ça, c'est la vie. Et tant que je suis sur Typeus, je suis pas allé sur ce protocole par hasard, hein. J'y suis allé parce qu'il y a un airdrop à farmer. J'ai pas trop d'attente des airdrops sur l'écosystème SUI. Il y en a quelques-uns qui sont tombés, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était pas fameux du tout. Donc pour l'instant j'ai pas trop d'attente. Même s'il y a une hype qui est lancée du côté de SUI, et ça on peut le voir, hein, sur une semaine, il y a eu une remontada du token SUI, il est passé de 47 centimes à 1 $. Alors oui, il a bien baissé sur les derniers mois, mais quand même, il a l'air de se passer quelque chose. Je sais pas exactement ce qui pousse le token à la hausse. J'ai l'impression que c'est pas mal chillé, mis en avant du côté anglophone sur Twitter entre autres. Donc je me demande si c'est pas juste ça, si c'est pas juste le fait que les Américains mettent un petit peu le token en avant. Donc ça pourrait peut-être donner un peu d'espoir pour les projets comme Typeus qui n'ont pas encore lancé leur token. C'est vrai que si on a un gros airdrop sur l'écosystème SUI, un petit peu comme on a eu sur Solana il y a un an quasiment déjà, c'était en fin 2023, on a vu l'airdrop de Jito. C'était un gros airdrop et ça a ramené beaucoup d'intérêt sur l'écosystème Solana, sur la DeFi. C'est pas le seul truc qui s'est passé, mais je pense que ça a beaucoup joué là-dedans. S'il n'y avait pas eu l'airdrop de Jito, il n'y aurait peut-être pas eu autant de hype. En tout cas, c'est mon avis, je l'interprète comme ça. Donc je me dis que si jamais on a un protocole du côté de SUI qui fait un gros airdrop, ça peut peut-être faire durer la hype plus longtemps. Après, on verra. Typeus, c'est pas le seul projet qui a farmé en ce moment. Le deuxième projet que je farm, c'est Elixir. Mais il n'y a pas longtemps, Elixir, ils ont fait un coup qui est pas très cool à la communauté. Sur Ethereum, on peut apporter des liquidités, on peut déposer de l'Ether sur Elixir, sur le mainnet, hein, sur la blockchain Ethereum. Et bientôt, Elixir, ils vont permettre aux gens de retirer les Ethereum qui étaient déposés sur Elixir. Sauf que, de base, ils voulaient mettre un malus à ceux qui sortaient, qui sortaient leurs Ethers. Forcément, ça n'a pas plu à la communauté, les gens ont gueulé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Elixir? Ils ont annulé ce malus. Il n'y a pas de malus, on est des gentils. On va mettre un bonus à ceux qui vont rester par contre. C'est quasiment la même chose qu'avant, sauf que là, comme c'est sous forme de bonus, la majorité des gens l'ont bien pris. Bref, pour cette raison, je pense que je vais pas tarder à retirer mes liquidités d'Elixir, mais pour moi, il n'y a pas de risque systémique, donc je suis pas pressé de le faire. Et en plus, les liquidités que j'ai déposées sur Elixir, elles m'ont fait un rendement de fou furieux la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a eu un crash sur le marché crypto, hein, cette fameuse histoire du carry trade sur le yen. Ah, ça a eu pas mal de répercussions, il y a eu de la volatilité, grosse volatilité, et quand on a autant de volatilité, il y a des gens qui se font liquider sur les plateformes de trading. Et je vous le donne en mille, quand on dépose des liquidités sur Elixir, ça sert à quoi? À apporter des liquidités pour une plateforme de trading. En l'occurrence, c'est Bluefin, et en l'espace d'une journée, du coup, quand il y a eu ce pic de volatilité, les 2 vaults sur lesquels je suis posé, ils ont généré à peu près 15-20% de rendement annualisé. C'est en une seule journée, c'est complètement fou. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que je suis sur le protocole Elixir depuis 5 mois à peu près, et en 5 mois, le rendement que j'ai généré dessus, il est à peu près autour de 0%. Je suis ni dans le positif ni dans le négatif en moyenne. J'étais à peu près à break-even, comme on dit chez les traders. Sauf que là, avec ce gros pic de volatilité, je suis passé à 15-20% d'intérêt en l'espace d'une journée. Donc je suis plutôt content. Du côté de SUI, ça se passe très bien. Sur les 2 protocoles, ça s'est très bien passé pour moi. Donc Elixir, je vais pas tarder à sortir parce que j'ai pas aimé le coup qu'ils ont fait au staker d'Ethereum. Typeus, je suis très bien dessus pour l'instant, donc je vais rester. Je sais pas si les liquidités d'Elixir, je les mettrai sur Typeus. J'ai pas envie d'être trop exposé non plus sur un seul protocole. Et d'ailleurs, Typeus, d'où viennent les USDC que j'ai mis dessus? Ils étaient où? Alors, je vais vous avouer un truc, j'ai vendu mes tokens de Layer 0. Je les ai vendus il y a 1 mois à peu près. En fait, je voulais en parler dans le 2e épisode du journal DeFi, mais l'épisode était déjà très long et j'ai oublié en plus d'aborder le sujet, donc c'était pas plus mal finalement. Donc j'ai vendu mes tokens Layer 0 il y a à peu près 1 mois, mais bon, c'est pas comme si c'était un secret, mon adresse elle est publique, hein. Vous pouvez aller la voir quand vous voulez sur DBank. Pour SUI, si ça vous intéresse, j'ai acheté le nom de domaine AZK Crypto, donc vous pouvez me retrouver aussi facilement. Donc techniquement, on peut pas dire que je l'ai caché, hein. Je me suis pas caché d'avoir vendu mes tokens 0, et en plus j'avais fait un tweet du côté de Twitter. En général, quand je vois un airdrop, quand je fais un move comme ça, j'en parle. Le seul truc dont j'ai pas parlé encore sur Twitter, mais je m'en fous parce que là j'en parle en vidéo, c'est les tokens ZK que j'ai vendus pour acheter des meme coins sur SUI. Bref,
pour Sui, on a fait le tour, j'ai plus grand chose à vous dire. On enchaîne vite fait sur Polymarket. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne secondaire AZK Crypto Degen, elle est juste là. Je vous ai expliqué un petit peu dans la vidéo pourquoi je voulais farmer Polymarket et comment je comptais le farmer. En gros, j'ai déposé un petit peu de liquidité dessus et je vais tout simplement m'amuser à faire des paris. J'ai fait un pari sur la France par rapport aux Jeux Olympiques. On n'est pas arrivé 3ème. On s'est fait dépasser par les Anglais d'une médaille. Bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave. Comme pour les mêmes coins du côté de Sui, sur Polymarket, j'ai mis un petit peu de fonds. Je vais essayer de parier surtout sur des trucs que je connais, ou alors parfois des trucs que je trouve un petit peu marrants. Donc évidemment, pas de conseils en investissement dans cette vidéo. Et j'ai un dernier petit truc à dire du côté de Polymarket. Je me suis rendu compte d'un truc, et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça pèse autant. Mais Polymarket, on entend beaucoup parler autour des élections présidentielles, il y a beaucoup de gens qui reprennent un petit peu les pourcentages de chances qu'on a sur Polymarket, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est ça, la quantité d'argent qu'il y a juste sur ce pari. Il y a quasiment 600 millions de dollars qui ont été joués sur le pari qui va gagner les élections présidentielles 2024 aux États-Unis. 600 millions de dollars, c'est plus que la valorisation de pas mal de cryptos, sûrement de cryptos que vous avez dans votre portefeuille, et là c'est juste sur un pari. Je trouve ça assez dingue. C'est tout pour la petite page Polymarket, et en même temps j'en profite pour vous dire d'aller vous abonner à la chaîne secondaire, hein, de liker aussi la vidéo tant que j'ai votre attention, et on peut enchaîner avec la suite. Qu'est-ce que j'avais mis de côté? J'avais mis un petit peu l'écosystème Aptos. On commence par Solana. Pour Solana ça va plus être un rappel. Il y a quelques mois j'ai touché l'airdrop de Solana. Le problème c'est que c'est pas des tokens qu'on peut vendre, c'est des tokens qui sont bloqués. Donc tant qu'ils sont bloqués, je peux participer à la gouvernance du protocole. Enfin gouvernance, je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais j'ai un pouvoir de vote et je peux décider à ma petite échelle d'où est-ce que je veux mettre les incentives. Alors sur le papier c'est cool hein, de faire son devoir citoyen. Je le fais pas par pure citoyenneté ou quoi que ce soit. Je le fais parce que si je vote, j'ai des intérêts en token Aptos, en Aptos staké. Bref, je récupère des intérêts en faisant ça. Je les ai pas, je crois qu'il y a 2 semaines où j'ai oublié de voter. C'est dommage, je suis passé à côté d'un petit peu d'Aptos, une petite poignée de tokens Aptos peut-être, mais là depuis un petit mois, 1 mois et demi, j'ai pas dû réclamer mes intérêts. J'ai à peu près 2 Aptos que j'ai pu récupérer. C'est pas une fortune, mais c'est un petit rappel pour ceux qui auraient aussi eu l'airdrop de Solana. Pensez à voter de temps en temps, c'est pas grand chose, mais si vous pouvez quand même récupérer quelques tokens Aptos avec votre airdrop, c'est toujours ça de prix. L'autre truc que j'ai fait sur Aptos, c'était d'enfin retirer ma position sur Aptin. Ça fait des mois que j'avais de l'Ether sur Aptin et j'ai enfin retiré mes liquidités dessus. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais qu'est-ce que j'en ai fait de ces Ethereum, parce que maintenant ils sont plus sur Aptin. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par les bridger sur Arbitrum. Vous pouvez voir que j'ai bridgé à peu près 0,238 Ether. J'en ai reçu un petit peu moins parce qu'il y a des frais sur le bridge d'Aptos. Ensuite, c'était pas fini, je voulais pas les amener sur Arbitrum, je les ai bridgés de Arbitrum à Starknet, parce qu'il y a un protocole que j'avais envie de farmer sur Starknet, et il y a un truc à savoir en ce moment, si jamais vous bridgez vers Starknet, je vous conseille d'utiliser LayerSwap, parce que si vous bridgez avec LayerSwap, certes, on a des frais, là j'ai 2 $ de frais en Ethereum, mais je récupère, je crois que c'est 85% de mes frais en token Starknet, donc ça me permet de rembourser quasiment les frais pour envoyer sur Starknet, ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a un truc à savoir autour de ces intérêts, c'est qu'on peut pas les récupérer tout de suite quand on bridge, il faut attendre un petit peu. Alors je sais pas exactement combien de temps dure une période, je suppose que ça doit être autour d'1 semaine peut-être, donc je penserai à récupérer mes tokens Starknet quand ils seront disponibles. Pour l'instant j'en avais pas tant besoin que ça, puisque sur Starknet on peut payer les frais en Ethereum ou en token Stark. Je préfère quand même les payer en token Stark parce que je suis moins bullish sur le token que sur Ethereum, voire pas du tout bullish d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, hein, je paierai les frais en token Starknet plus tard quand je pourrai les récupérer. En attendant, j'ai déposé mes liquidités sur Nimbora. Nimbora, c'est un protocole dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne secondaire. C'est un protocole qui permet de faire des stratégies plus ou moins complexes sur Ethereum, sauf que là on n'est pas sur Ethereum, on est sur Starknet. Donc le but de Nimbora, c'est de mutualiser les liquidités sur Starknet pour aller farmer sur Ethereum. J'aime beaucoup le principe.
Honnêtement, je sais pas pourquoi il n'y a pas ce genre de protocole sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base. Ça pourrait tellement avoir sa place là-bas. En tout cas, il n'y en a pas à ma connaissance. Et ça marche plutôt bien. Les rendements, ils sont plutôt pas mal. Alors, il y a certaines personnes qui disent que les rendements, ils ont pas l'air d'être cohérents. C'est peut-être parce que le token Starknet, son prix est en baisse. Donc, ça doit avoir peut-être un impact quand on récupère les tokens Starknet. En tout cas, la pool sur laquelle j'ai déposé mes liquidités, c'est celle-ci. Le rendement, il est de 17%. Il y a les 2 tiers du rendement en token Starknet et 1 tiers en Ethereum. Et en plus de ça, on farme des points en tout genre. Donc les points de Nimbora, les points Etherfi, les points Gunlayer. Je sais pas comment ils vont être distribués vu que Starknet et Ethereum, c'est pas du tout le même écosystème. Et je farme aussi potentiellement un deuxième airdrop Starknet parce qu'il y a déjà eu le premier airdrop et on sait qu'il y aura un deuxième airdrop. Mais bon, je pense pas être très actif sur Starknet, donc ce serait peut-être un petit bonus qui pourrait tomber, mais je l'espère pas plus que ça. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait du côté d'Aptos et du côté de Starknet. C'est la première stratégie que je fais d'ailleurs sur le portefeuille Starknet de la chaîne YouTube. J'avais jamais mis de liquidité dessus pour l'instant. Donc je vais laisser tourner ça un petit peu et on verra bien. Et contrairement à la plupart des autres blockchains, sur Starknet c'est comme ça sur tous les protocoles. Quand on a des incentives, des intérêts en token Stark, on peut pas les récupérer tout de suite quand on veut, c'est distribué une fois par semaine. Alors une fois que c'est distribué, il n'y a pas l'air d'y avoir de date de péremption, on peut venir réclamer ses intérêts quand on veut, mais on n'a pas cet aspect comme sur la plupart des autres protocoles où si au bout d'une heure je veux récupérer mes intérêts, je peux. Non, là c'est pas possible, faudra attendre la prochaine période, la fin de la prochaine période c'est dans 4 jours, donc d'ici là j'aurai mes premiers intérêts qui tomberont, et ensuite il va falloir que j'attende 1 semaine, 2 semaines, etc., etc. On arrive au moment de la vidéo où je vais sortir la Ledger parce que j'ai 2-3 trucs à bouger, je vais retirer mes liquidités de token. J'ai pas envie de faire doublon avec le deuxième épisode du journal DeFi, donc je vais pas trop rentrer en détail sur pourquoi je sors du protocole, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la partie où j'en parle dans le deuxième épisode. Je mets les chapitres sous les vidéos, donc ça vous aidera à retrouver le moment en question. Pour ce qui est de ma position, je suis très satisfait avec ce que j'ai farmé, ça me dérange pas de sortir maintenant. J'ai déposé quand même 870 $ à peu près, et j'ai 133 $ d'intérêt, c'est complètement fou. Je crois que je l'avais dit dans l'épisode 2, mais il y a des gens qui déposent des liquidités sur certains protocoles pour farmer des airdrops, qui les bloquent pendant plusieurs mois, et qui touchent moins que ça. J'étais sur Token depuis quand? J'étais sur Token depuis le 2 juillet, donc allez, même pas un mois et demi. C'est relativement faible, un mois et demi. 133 $ d'intérêt sur 870, ça nous donne un rendement à 3 chiffres sur des stablecoins. Donc faut pas être trop gourmand quand même, là je trouve que j'ai bien mangé. Donc je vais unstaker mes liquidités, parce que là elles sont stakées pour générer des intérêts dans le token du protocole Token. Maintenant que mes liquidités sont unstakées, je peux retirer les liquidités de la pool, je vais recevoir du coup mes stablecoins. Maintenant que j'ai retiré mes liquidités, je vais récupérer mes intérêts en TKN. Et ensuite, j'aurai plus qu'à vendre tout ça. Pour le swap d'ailleurs, je vais tout optimiser, je vais tout faire en une seule transaction grâce à Odos. C'est un agrégateur qu'on ne présente plus, je pense. Donc je vais changer tous mes chi et mes TKN en même temps contre 99% du SDC et un petit peu d'Ether, histoire de récupérer de quoi payer les frais. Alors je vais récupérer 5 $ en Ether, donc je serai large avec 5 $, mais je pouvais pas mettre un demi% ou quoi, donc on va se satisfaire d'1% d'Ethereum. Donc j'approuve les tokens chi et les tokens TKN, et ensuite je peux faire le swap. Franchement, c'est vraiment pratique Odos, j'ai pu échanger tous mes tokens en même temps, là j'ai tout bien reçu, et du coup je suis passé de combien à combien du SDC? Donc j'en avais déposé 878 à peu près, et si je reviens sur mon portefeuille, j'en ai combien sur Scroll? J'ai combien du SDC? 1004 USDC. Donc là, c'est pas mal quand même. J'ai fait 126 $ d'intérêt à peu près. Va falloir que je fasse le calcul parce que je vais l'ajouter sur mon suivi de crypto. Je le montre pas souvent, mais je fais toujours mon suivi de crypto, c'est important. Donc je ferai le calcul dans mon coin et je vais ajouter les USDC. Boum, c'est ajouté, ça fait monter la valorisation de mon portefeuille à peu près 6600 $.
En réalité, je pense que je suis carrément à 7000 $, parce que j'ai pas rajouté les tokens ZK Sync. Et j'ai la flemme de les rajouter, parce que je suis sûr qu'ils vont tôt ou tard finir en USDC, ou en Ether, ou en Bitcoin, ou peut-être dans d'autres cryptos. La preuve, je suis parti un petit peu en shitcoin sur Sui. Mais bon, les shitcoins sur Sui, je peux pas les ajouter sur le suivi de crypto, donc ça attendra aussi que je les vende pour que je les rajoute. Là, je vais pouvoir traquer que les gros tokens, on va dire. Même s'il y a quand même quelques petits tokens qui sont du côté de Delta. C'est l'application que j'utilise. Et oui, l'affichage est bizarre parce que j'utilise un émulateur d'Android. Je pense que Delta ils ont une version PC, mais je suis tellement habitué à utiliser ça sur mon mobile que quand je l'utilise pour le portefeuille de la chaîne YouTube, je l'utilise via un émulateur de téléphone. Pour l'instant, je sais pas trop quoi faire de mes USDC, donc je vais bêtement les déposer sur AAV. Au moins, ils vont me farmer un petit peu de points du côté de Scroll. Pour ce qui est du rendement, c'est pas fou, hein. On n'est même pas à 2% APY, donc ça va peut-être me rapporter quelques centimes cette affaire, mais là, je le fais pas pour générer particulièrement du yield. Je me dis que c'est juste mieux que de les laisser végéter dans mon portefeuille. J'ai plutôt confiance envers le protocole AAV, donc même si le rendement est pas très élevé, je suis plutôt à l'aise avec le fait de les laisser sur AAV. Même si c'est clair qu'en termes de risque, je pourrais plutôt les déposer sur la version Arbitrum d'AAV, ou aller les déposer sur un protocole comme Angle, qui ont un stablecoin qui génère nativement du rendement. Il y a plein de trucs, peut-être même aussi sur la blockchain Scroll, mais j'ai pas envie de m'embêter. Donc je vais déposer sur AAV et je sais que je vais pas rester une éternité dessus. J'attends juste de trouver une stratégie intéressante pour ces stablecoins, voire deux stratégies. 1000 $, je pourrais le séparer en 2 fois 500 $. On verra ce que j'en ferai d'ici le prochain épisode, je pense. Du côté de Scroll, c'est fini. On enchaîne avec la blockchain Mode. J'avais aussi des Ethereum sur Mode et j'ai fait comme Aptos, j'ai tout sorti. Voilà, j'avais pas envie de les laisser sur la blockchain Mode. J'ai hésité pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être certaines stratégies, que j'aurais pu rester un peu plus longtemps sur l'écosystème, farmer les points de la blockchain Mode, mais j'ai fini par craquer et par les bridger sur Ethereum. Pour les bridger, j'ai utilisé Jumper d'ailleurs, et ensuite une fois qu'ils étaient sur Ethereum, j'ai hésité entre deux protocoles, soit je déposais mes Ethers sur Amphor pour les mettre sur le Vault autour de Symbiotic, soit je les dépose sur Melo, et j'ai choisi Melo parce que j'ai un peu plus confiance envers Melo. Ils ont fait des audits plus récents que Amphor, donc j'ai préféré déposer mes liquidités dessus tout bêtement. Voilà, j'ai déposé sur le tout premier Vault, je crois, le Restaking Vault Ethereum. Ah bah je suis bête, mes liquidités elles apparaissent juste ici. J'ai pas non plus beaucoup d'Ether, j'ai à peu près 0,3 Ether qui m'ont été déposés. C'est pas non plus une fortune, 800 $. On verra ce que ça va donner, ça va me permettre de farmer un petit peu de yield sur l'Ether, mais je pense pas que ça va être ça le plus gros de la stratégie. Je vais aussi farmer des points du protocole Melo et des points du protocole Symbiotic, et à vrai dire c'est surtout pour les points symbiotiques que j'ai déposés sur le Vault. Si c'était sur Amphor, c'était pareil, c'était pour farmer les points symbiotiques, mais j'ai décidé de les déposer sur Melo. D'ailleurs, j'avais parlé de ces deux protocoles dans une vidéo récente. Je vous avais parlé de plusieurs protocoles à farmer sur Ethereum qui sont relativement passifs. Il y en a un que j'avais pas cité dans la vidéo, je m'étais rattrapé dans la description, c'est Sophon ou Sophon, je sais pas comment ça se prononce, et c'est pas impossible que je dépose des liquidités dessus, parce qu'on peut déposer du Bitcoin sur Sophon, enfin du WBTC, et j'en ai du Bitcoin. Pour l'instant, c'est du côté de la blockchain Core, parce que je les dépose sur un protocole de prêt et d'emprunt, et je fais une boucle pour faire de l'arbitrage sur le core et le core staké. J'ai refait la boucle d'arbitrage ce matin, bon c'est pas non plus un rendement de fou, mais le rendement est toujours plus élevé que de staker les cores. Si on stake des tokens core, on a 10% d'intérêt. Mon arbitrage, si j'ai bien fait le calcul, il est autour de 20% d'intérêt. Donc c'est plus rentable de faire de l'arbitrage sur le token core. Qu'est-ce qui me reste sur mon portefeuille que je voulais bouger? Alors il y a deux stratégies que j'ai du côté de Base, je pense que je vais pas rester hyper longtemps dessus. La première stratégie c'était celle en delta neutre sur Brett, elle fonctionne toujours bien, mais le rendement je l'ai recalculé, il est pas folichon, il est autour de 20% annualisé. Donc je vais pas tarder à sortir de cette position delta neutre, et il y a ma position sur Anzen aussi. Anzen ils sont un petit peu descendus dans mon estime, donc je pense que je vais essayer de moins m'exposer au protocole, de peut-être sortir la moitié de mes liquidités. Je trouve que j'ai mis une grosse partie de mes stablecoins dessus, donc je préfère laisser la moitié, je pense, et faire travailler la moitié ailleurs. Alors je sais qu'il y a un autre protocole de stablecoin qui fait un peu parler de lui, c'est Usual, mais Usual c'est que sur Ethereum, et si je vais mettre 500 $ sur Ethereum,
Ethereum, je vais me faire bouffer par les frais de transaction, ça n'a aucun intérêt. Donc je réfléchirai aussi à ce que je vais en faire, je suis pas pressé, pour moi il n'y a pas de risque systémique pour l'instant, donc je laisse couler jusqu'au prochain épisode. Par contre pour Tokan, je voulais vraiment clôturer la position aujourd'hui parce que je commençais à plus être trop à l'aise avec le protocole. Et j'ai failli oublier un dernier truc, une stratégie dont je vous ai parlé aussi sur la chaîne secondaire. Ouais, je fais pas mal, il y a pas mal de plus-value quand même sur la chaîne secondaire de temps en temps. C'est une stratégie du côté de Fraxtal. J'essaye de farmer les points du côté de Fraxtal, et sur Fraxtal ils ont un système de bond, donc c'est un système où on peut déposer des stablecoins et ils vont générer des intérêts, je crois que c'est via les bons du trésor américain, jusqu'à certaines dates de maturation, et ils ont un produit qui mature en 2055. C'est dans 30 ans. C'est complètement débile. Mais du coup, si on est exposé à ce token, ça génère des points de fou furieux. Il y a un multiplicateur de x300 sur ces points. Ça génère énormément de points sur Fraxtal. Je ne m'attends pas à grand chose de l'airdrop de la blockchain Fraxtal, mais ça m'a l'air très peu farmé. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Sur mon tableur, j'ai noté que j'avais déposé 41 $ sur le protocole. Alors, j'ai un tout petit peu perdu. Je crois que si je vais les revendre sur Curve mes tokens, je récupère quelque chose comme 37-38 $. Donc bon, depuis le crash, il y a eu un petit épec de ce côté-là, mais c'est pas bien grave. Techniquement, c'est des stablecoins, mais c'est des stablecoins qui maturent dans 30 ans. Donc c'est normal si ça dépègue. Il y a quand même beaucoup d'inconnus qui devraient arriver d'ici 30 ans. En termes de régulation, est-ce que le stablecoin Frax il sera encore là? Est-ce qu'il vaudra toujours 1 $? Donc je m'attends limite à ce que les 41 $ soient perdus, hein, pour être honnête avec vous. Mais par contre en termes de points, ça marche très très bien. Et j'ai déjà 22 000 points Fraxtal, et je suis combien dans le classement? J'ai passé le top 3000. Il n'y a pas longtemps j'étais 3100 et des poussières. Là je suis passé 2885e. Je continue de monter plutôt vite. Donc c'est cool, ça augmente du côté de Fraxtal. Bon, on verra bien hein, si c'était si intéressant que ça ou pas de mettre 40 $ sur ce token de bon du trésor. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas le petit j'aime sous cette vidéo. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!